Bonsoir Patrick. Bonsoir Florent. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci bien. Vous également, vous allez parler avec nous de la province de l'Équateur, les réalités, tous ces problèmes. Alors, pourquoi, à votre avis, cette province ne connaît pas un redécollage économique, politique, social, au même titre que d'autres provinces? La province du Katanga bouge. Hein? Oui, écoutez, à chaque province, il y a des réalités endogènes qui essaient de s'imprégner pour. Mais l'instabilité à l'Équateur est chronique. Pour effectuer une analyse assez profonde et objective de la situation de l'Équateur. Il est important de dire que l'Équateur regorge en son sein une hétérogénéité qui devait être normale dans le sens où ce serait une hétérogénéité des partis politiques, mais cette hétérogénéité n'est pas seulement politique. Nous avons à l'Équateur 4 catégories de personnes. Nous avons les conservateurs. Nous avons à l'Équateur des modérés. Nous avons à l'Équateur l'élite émergente, la nouvelle classe politique. Et nous avons à l'Équateur les fondamentalistes, les locaux. Ceux qui, malheureusement, n'ont pas certains prérequis essentiels pour avoir un jugement assez objectif de la gestion de la province. Alors, lorsque l'on voudrait bien gérer cette province, il faudrait que l'on sache comment concilier tous ces atermoiements qui peuvent bien émaner de ces 4 catégories de personnes. Il suffirait que l'on se mette en porte-à-faux avec l'une de ces catégories pour être dans une situation ingérable. Et je crois que c'est cette situation... C'est ce que nous avons connu jusqu'ici. Et je crois que c'est cette situation qui a fait perdurer l'instabilité à l'Équateur. Il serait très facile à ce moment-ci que nous puissions subjectiviser ou individualiser le débat. Ça, ce serait très mal connaître le problème de l'Équateur. Je ne veux pas m'ériger là en tant qu'expert connaissant tous les contours du problème de l'Équateur, mais le mal de l'Équateur est plus profond que cela et il demande une analyse plus profonde que l'individu. Bah alors, la faute est à qui? La faute est à qui? Non. Vous voulez pas incomber la faute à quelqu'un? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, que les politiques congolais, les autorités de Kinshasa ne saisissent pas ou n'appréhendent pas bien la situation de l'Équateur comme vous l'aviez décrit là? Non, moi je ne dis pas, ces propos n'engagent que vous qui en êtes l'auteur. C'est simplement dire qu'il ne faut pas que l'on s'apaise uniquement dans la subjectivité. Il faut voir plus profondément ce qu'il y a comme problème. Et puis, il y a un problème avec l'élite équatorienne, dans sa majorité et pas dans sa totalité. Nous stagnons. Moi je veux m'extraire, je ne suis pas de l'élite équatorienne explicitement. L'élite équatorienne stagne un peu plus à Kinshasa. Ceux qui ont une ascendance morale sur les institutions provinciales, qui pouvaient donner un certain gage de sagesse par rapport aux institutions provinciales, tous stagnent à Kinshasa. Différemment de ce qui se passe, comme vous venez de l'évoquer, au Katanga et au Bas-Congo, où nous voyons certains notables inonder les institutions provinciales. Comment dire, ils s'adonnent à cœur joie de se retrouver au sein d'une assemblée provinciale. Par prestige. Par prestige, afin d'aider leur province à évoluer. Mais malheureusement, pour l'élite équatorienne, elle agit très souvent a posteriori. On attend que les faits puissent être établis pour émaner, pour avoir des pensées qui viennent très souvent que de Kinshasa. Mais la Constitution du 18 février 2006 promeut une forte décentralisation. Et il est impossible, comme tous mes prédécesseurs viennent de le dire, ils ont tous parlé du développement, mais ce développement de l'Équateur ne pourra pas être impulsé à partir de Kinshasa. La Constitution du 18 février, lors de son établissement, a été notamment mise sur pied pour essayer de rapprocher les administrés des centres d'intérêt et de pouvoir. Alors, si tous ceux qui possèdent le pouvoir veulent se cantonner à Kinshasa et pour aider leur province, je pense que ce n'est pas une meilleure façon d'aider la province d'Équateur. Il faudrait qu'on ait de plus en plus des notables, des gens qui ont des prérequis incontestés en matière de gestion de la Respublica, qu'on les voie aussi investir les institutions provinciales, que l'on ne laisse pas une assemblée provinciale qui contient 108 députés provinciaux. Et je ne veux pas, moi, jeter l'opprobre sur cette assemblée provinciale. Mais c'est une analyse objective. Oui, mais lorsque l'on va dans la profondeur de la composition de cette assemblée,
n'est pas composée majoritairement des personnes qui maîtrisent très bien Exactement, la gestion. exactement. C'est ça le problème. Alors, voilà. faut-il à ce problème durcir les critères d'éligibilité ou au niveau de l'élection des députés provinciaux? Il ne faudrait pas rendre la province d'Équateur une province exceptionnelle, non. Les mêmes critères qui sont reconnus aux autres provinces doivent être reconnus aussi à la province d'Équateur. Le problème, c'est par rapport aux acteurs qui ont été candidats lors des élections provinciales à l'Équateur. La détention du pouvoir n'est pas seulement lorsqu'on est à Kinshasa. Ce n'est pas seulement lorsque l'on est ministre à Kinshasa. Lorsque l'on analyse, j'aime bien faire le parallélisme entre la République démocratique du Congo et la France, parce que nous avons à peu près le même régime politique, un régime semi-présidentiel. En France, la majorité des acteurs de Paris ont une assise locale. Lorsque vous voyez un monsieur tel qu'Alain Juppé, avant de se pavaner à Paris, avant de prétendre à des postes au Paris, vous voyez qu'il a une certaine assise dans sa ville, Bordeaux, et qu'il y engendre très souvent des politiques de développement, très souvent. Et bien évidemment, étant donné que la politique est un monde où tout le monde est permis d'avoir des ambitions, ce n'est qu'après qu'ils viennent dans la capitale pour prétendre à des postes plus élevés. Mais avant tout, ils ont des assises locales. Malheureusement pour nous, Ça ne se passe pas de cette triste façon-là. est de constater Oui. que la majorité de notre élite, pas la totalité, il y a certaines élites qui mènent des efforts par rapport à leur province, nous leur en sommes gré, mais la majorité stagne à Kinshasa et veulent réagir a posteriori. Et cette façon de faire ne va pas aider la province à évoluer. Alors, si je vous comprends bien, même si aujourd'hui le gouverneur a été révoqué et que demain, quelqu'un d'autre est élu à la tête de la province de l'Équateur, ça ne changerait pas la situation. Tant que les réalités endogènes ne vont pas les mêmes. évoluer, tant que les réalités endogènes ne vont pas changer, ce sera difficile à la personne qui viendra après, Oui. surtout lorsqu'il ne saura pas concilier les atermoiements entre toutes ces catégories politiques, les conservateurs, les modérés, cette élite qui vient, surtout les fondamentalistes, ceux qui sont les plus difficiles à imprégner. Il sera difficile que cette province puisse être gérée avec toute quiétude. Alors, que faire pour sauver l'Équateur aujourd'hui? Bon, écoutez, il y a plusieurs solutions que l'on peut mettre sur la table, mais il faudrait que l'élite équatorienne essentiellement, parce qu'aujourd'hui c'est un numéro spécial, l'Équateur, il faudrait que l'élite équatorienne s'imprègne du développement de leur province. Il faut que l'on outrepasse le ego, il faut que l'on outrepasse les subjectivités et les rancœurs personnelles. Parce que ces rancœurs personnelles ne sont pas de nature. L'élite peut s'imposer, jouer un rôle, mais il y a la politique également de l'autre côté. Les politiques oui, cette élite, qui jouent de leur influence avec de l'argent. Cette élite, c'est la classe politique de l'Équateur. Il ne faut pas que l'on se fige dans les subjectivités et dans l'individualité. Il faudrait qu'il y ait une certaine cohésion au sein de la classe politique équatorienne afin que l'on puisse promouvoir le développement de l'Équateur. L'indice de pauvreté de l'Équateur est de 93,6. C'est la province la plus pauvre du pays. 9 familles sur 10 vivent dans un état de précarité. Pourtant potentiellement riche. Précarité la plus absolue. Nous ne sommes pas la province la plus pauvre en termes de potentialité. Dernièrement, nous étions à un colloque. Il y avait le président du groupe d'une banque qui était à Kinshasa. Et ils ouvraient plusieurs succursales, notamment à Goma. Je me suis étonné, je suis allé voir l'un des responsables de la banque. Je lui ai dit, mais malgré toute l'instabilité qu'il y a à Goma, vous allez quand même tout le temps ouvrir des succursales. Et pourquoi vous n'allez jamais à Mbandaka? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme réponse? réponse? Ils nous disent que l'Équateur n'est pas attrayant jusque-là. Ça m'a un peu choqué. Mais c'est l'étude du marché. Ce sont des gens qui étudient le marché. Les personnalités de l'Équateur, l'élite, doit aussi assez vendre leur province, donner une image assez attrayante de notre province, afin qu'aujourd'hui l'on puisse promouvoir le développement. Je pense que le temps des subjectivités, des guerres intrinsèques, des guerres fratricides entre les hommes politiques de l'Équateur, je pense qu'elle est derrière nous. Oui. Il faudrait que nos parents, qui ont tout de moins une responsabilité, le président, le maréchal, le feu Mobutu, a quand même géré avec toute la classe équatorienne pendant 32 ans ce pays. Et il est anormal que la province, l'Équateur, puisse être la plus pauvre de ce pays. Ils ont quand même une responsabilité. Je crois que nos notables, notre élite, doit quand même s'imprégner de la situation
l'Équateur, présentement, avec beaucoup Voilà. plus d'acharnement, afin que l'on puisse promouvoir à présent le développement de l'Équateur. Ben voilà, quelquefois on ne finit jamais les sujets, même les questions à poser, elles sont nombreuses. L'inviter à la matière à transmettre à nos publics, mais faute de temps, on est bien obligé d'arrêter. Mais j'espère que vous reviendrez avec nous vendredi dans Ça fait débat. Je suis disponible à discuter. Chaque fois que l'on peut émettre un avis pour faire avancer notre pays, on est disponible. Merci Monsieur Patrick d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce spécial magazine consacré à la province de l'Équateur. Bienvenue, bien évidemment, au départ de Jean-Claude Bayende. Est-ce que ce départ va sauver la province de l'Équateur? Vous avez obtenu la réponse à vos questions. Alors, on va mettre un terme à cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes après le journal et la revue de presse pour la deuxième partie. À tout à l'heure.